Émile Zola, Germinal. Devait-il rester? Une hésitation l'avait repris, un malaise qui lui faisait regretter la liberté des grandes routes, la faim au soleil, soufferte avec la joie d'être son maître. Il lui semblait qu'il avait vécu là des années, depuis son arrivée sur le terri, au milieu des bourrasques, jusqu'aux heures passées sous la terre, à plat ventre dans les galeries noires. Et il lui répugnait de recommencer. C'était injuste et trop dur. Son orgueil d'homme se révoltait à l'idée d'être une bête qu'on aveugle et qu'on égorge. Et qu'on écrase. Monsieur Grégoire, auquel on conseillait de vendre, lorsque ce cours d'1 million fut atteint, s'y était refusé, de son air souriant et paterne. 6 mois plus tard, une crise industrielle éclatait. Le denier retombait à 600 000 francs. Mais il souriait toujours. Il ne regrettait rien, car les Grégoire avaient maintenant une foi obstinée en leur mine. À cette croyance religieuse se mêlait une profonde gratitude pour une valeur qui, depuis un siècle, nourrissait la famille à ne rien faire. C'était comme une divinité à eux, que leur égoïsme entourait d'un culte. La bienfaitrice du foyer, les berçant dans leur grand lit de paresse, les engraissant à leur table gourmande. De père en fils, cela durait. Pourquoi risquer de mécontenter le sort en doutant de lui? Et il y avait, au fond de leur fidélité, une terreur superstitieuse, la crainte que le million du denier ne se fût brusquement fendu, s'il l'avait réalisé et mis dans un tiroir. Ils le voyaient plus à l'abri dans la terre, d'où un peuple de mineurs, des générations d'affamés l'extrayaient pour eux, un peu chaque jour, selon leurs besoins. L'ouvrier ne pourrait pas tenir le coup. La Révolution n'avait fait qu'aggraver ses misères. C'étaient les bourgeois qui s'engraissaient depuis 89, si goulûment qu'ils ne lui laissaient même pas le fond des plats à torcher. Qu'on dise un peu si les travailleurs avaient eu leur part raisonnable dans l'extraordinaire accroissement de la richesse et du bien-être depuis 100 ans. On s'était fichu d'eux en les déclarant libres. Oui, libres de crever de faim, ce dont ils ne se privaient guère. Ça ne mettait pas du pain dans la huche de voter pour des gaillards qui se gobergeaient ensuite, sans plus songer aux misérables qu'à leurs vieilles bottes. Non, d'une façon ou d'une autre, il fallait en finir, que ce fût gentiment par des lois, par une entente de bonne amitié, ou que ce fût en sauvage, en brûlant tout et en se mangeant les uns les autres. Il faut que ça pète. Mais enfin, explique-moi, quel est votre but? Tout détruire. Plus de nation, plus de gouvernement, plus de propriété, plus de Dieu ni de culte. Cela mènera à la commune primitive et sans forme, à un monde nouveau, au recommencement de tout. On s'y prendra par le feu, par le poison, par le poignard, les brigands et le vrai héros, le vengeur populaire, le révolutionnaire en action, sans phrases puisées dans les livres. N'était-ce pas effroyable, un peuple d'hommes crevant au fond de père en fils, pour qu'on paye les pots de vin à des ministres, pour que des générations de grands seigneurs et de bourgeois donnent des fêtes ou s'engraissent au coin de leur feu? Il avait étudié les maladies des mineurs, l'anémie, les scrofules, la bronchite noire, l'asthme qui étouffe, les rhumatismes qui paralysent. Ces misérables, on les jetait en pâture aux machines. On les parquait ainsi que du bétail. Dans les corons, les grandes compagnies les absorbaient peu à peu, réglementant l'esclavage, menaçant d'enrégimenter tous les travailleurs d'une nation, des millions de bras, pour la fortune d'un millier de paresseux.